Et puis dans le petit cœur, j'ai mis tout ce qui concerne plutôt l'inspiration, et vous trouverez la référence au livre et au blog blog de Gar Reynolds et à des vidéos de lui, etc. Et puis vous trouverez d'autres auteurs, des compilations de diaporamas de qualité, et puis des bons exemples de diaporamas, et aussi un lien vers TED Talk, qui est un format de présentation. Je vous dis, il n'y a pas toujours des diaporamas, mais qui sont généralement de grande qualité. Il faut dire, pour ceux qui ne connaissent pas les conférences TED, c'est coaché, c'est préparé en amont. Hein. Toi, tu as fait ça. Ouais, mais même les TED, c'est encore pire, parce que moi, j'ai pas eu le temps de suivre le coach, mais un TEDx, c'est une demi-journée de coaching. Les conférences TED, c'est 2-3 jours de coaching. Hein. Donc on répète, on prépare, on trouve des histoires. C'est Michel Serres qui disait que pour bien faire comprendre quelque chose, il faut raconter ou attirer l'attention, il faut raconter une histoire. Donc il y a toute une scénarisation du discours avec des métaphores, des choses comme ça. Ouais, le récit. Ouais. Nous sommes des êtres visuels et nous sommes des êtres de récit. C'est vrai. Mais nous ne sommes pas des êtres de clip art. Alors, les bouquins, il y a le livre de Gar Reynolds, la Presentation Zen, qui est traduit en français. Ça, c'est l'édition américaine, je crois, mais il est traduit en français. Ça a été souvent réédité. C'est vraiment, franchement, moi je pense que c'est la meilleure introduction. Et toutes les autres, beaucoup d'autres bonnes introductions, en fait, s'inspirent de son travail. C'est vraiment une école de bon sens et d'élégance graphique, je trouve. Très très doué. Il a publié après un autre ouvrage plus centré sur le design qui s'appelle Presentation Zen Design, le même auteur, Gar Reynolds, où il y a aussi beaucoup de conseils. C'est très orienté sur le diaporama, mais là c'est vraiment, il a mis le focus là vraiment sur la conception graphique, et c'est aussi voilà, très intelligent. Il y en a un autre, je ne sais pas encore lu celui-là, je l'ai acheté, The Naked Presenter, le présentateur nu. Et puis alors, oui, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et il y en a peut-être un ou deux autres, un d'une personne qui travaille, enfin c'est un peu dans la même équipe, qui sont un peu dans le même milieu hein, que Gar Reynolds. Elle s'appelle Nancy Duarte. Elle a une compagnie qui fait des diaporamas pour des compagnies en fait, hein, qui leur conçoit leurs diaporamas. Et elle a fait un bouquin qui s'appelle Slideology. Elle s'appelle Nancy Duarte. Je crois même qu'elle a mis pas mal de contenu gratuitement en ligne maintenant. Et là aussi, c'est extrêmement beau, extrêmement intelligent. C'est tout à fait dans la même école que Gar Reynolds. C'est un très très chouette ouvrage. Voici. Donc ça, c'est quand même pas mal de références. On ne va pas les multiplier. Gar Reynolds, tout ce qu'il a publié, c'est bon. Et Nancy Duarte, Slideology, c'est très très bien aussi. Ouais. Pour avoir de l'inspiration. Mais pour continuer sur la partie inspiration, moi je vais aussi souvent sur SlideShare. SlideShare est un site où on peut partager des slides comme sur YouTube on partage des PowerPoint, des vidéos, excusez-moi. Sur YouTube on partage des vidéos, sur SlideShare on partage des présentations. Et ce qui est intéressant, c'est que par ce site que je t'ai découvert, comment ça s'est fait? Un jour, par sérendipité, je cliquais sur un lien, une image, le flux des nouvelles présentations, votre ami a aimé ceci, parce qu'on peut suivre des gens, il y a des gens qui peuvent nous suivre, etc. etc. Donc c'est un média social, on rentre en contact avec des contenus par des gens, ou on rencontre des gens par du contenu. Le graphe social tourne autour de ce qui met en relation les gens, ça tourne autour du contenu des slides. Et un jour, je ne sais plus par quel biais, si c'est par un ami, par quelqu'un, par dernière slide posée, etc., etc., je suis tombé sur une des slides de François que j'aurais jamais rencontré dans la vraie vie. Moi, je suis dans l'enseignement supérieur en France. François est prof de philo à Bruxelles. On avait très peu de probabilité de se rencontrer dans la vraie vie. Et donc là, il y a quelque chose qui a suscité mon intérêt. Je suis allé voir. On va dire Slack. Non, j'ai analysé, j'ai travaillé, j'ai potassé. J'ai été attiré, je suis allé voir un peu à quoi ça correspondait. Quand on a une slide, ensuite on peut retomber sur l'auteur et voir l'ensemble des présentations faites par la personne. Et donc ça, c'est intéressant aussi de permettre, ces outils-là permettent de découvrir des présentations sur des thèmes, ou même dans des domaines ou dans des communautés. Il y a des gens qui
mettre leur cours sur le e-learning par exemple, il y a énormément de choses, sur la réalité augmentée, enfin bref, on peut rentrer par un thème, grenouiller de fil en aiguille et trouver des choses intéressantes. Et donc sur l'inspiration, sur la veille technologie aussi, c'est un bon outil de travail. Il y en a un autre que je n'utilise pas du tout comme média social et je n'ai pas le Mediapo, mais qui pour l'inspiration est pas mal. Ça serait un peu ce que Vimeo est à YouTube. Il s'appelle, je l'ai mis en lien dans une des branches du cœur là, dans les exemples. C'est Note and Points. C'est un autre site. C'est un peu le Vimeo du diaporama. La crème de la crème. La crème de la crème. Ou alors des choses qui sont plus graphiques, qui sont encore plus conceptualisées. D'accord. Le bonus, c'est que là, je viens de vous parler des diaporamas, mais en fait, ça fait un moment que j'en fais plus trop, moi, des diaporamas. Enfin, non, je continue à en faire. Ceux que j'ai fait fonctionnent bien, je les utilise toujours et je vois que les élèves, qu'ils fonctionnent très bien. Et je suis content de pouvoir les réexploiter. Mais c'est vrai que dans l'urgence de nos vies pressées par le temps, je trouve qu'il y a des outils maintenant qui peuvent avoir pas mal de qualités ajoutées. Et alors, d'abord, bon, il y a deux choses. J'ai fait un lien à la fin de mon diaporama là, mais vous l'aurez dans la carte d'idées aussi, vers j'ai fait sur Poetry, je fais ça pour mes élèves, mais je collecte des outils de diaporama et il y a pas mal maintenant d'outils en ligne qui souvent sont, alors là, disons, ont des fonctionnalités qui sont graphiquement bien pensées et qui permettent d'avoir assez vite un beau résultat. Alors je pense à Haiku Deck par exemple, qui est d'abord un outil sur les terminaux mobiles comme l'iPad, mais qui a maintenant une version en ligne. Et puis il y en a quelques autres qui sont dans le logiciel, disais-je, de diaporama, mais avec des fonctionnalités graphiques et visuelles qui font qu'on a vite des beaux résultats. Donc ça c'est Haiku Deck. Alors il y en a quelques autres, mais celui-ci je pense est au-dessus du panier, me semble-t-il, en ce moment. J'ai pas parlé du fait qu'on a des outils collaboratifs aussi, avec la suite Google Drive par exemple. On peut faire des diaporamas à plusieurs mains. Ça c'est très efficace aussi. Et puis alors il y a toute une autre constellation d'outils qui sont des outils non plus là de diaporama, mais de présentation numérique. Et où on a basculé là dans d'autres types de narration et dans d'autres types de narration, de présentation. Alors il y en a un qui est très fameux qui s'appelle Prezi. Prezi est très fameux, mais il est assez casse-gueule personnellement, je trouve. C'est-à-dire que il a des fonctionnalités assez ébouriffantes. Et il peut être vraiment produire ce qu'on appelle le wow effect, et vraiment captiver et être très saisissant et avoir beaucoup de sens si on ne pense pas décoration justement, avoir beaucoup de sens dans la circulation qu'on va produire dans l'information avec des effets de décadrage, de recadrage, etc., de zoom. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Prezi, c'est un site en ligne où on peut construire, déposer des documents et il n'y a plus de slide, il n'y a plus la diapositive avec l'analogique des diapositives. On a un espace dans lequel on peut zoomer, dézoomer et se balader. Une circulation. Donc si c'est bien utilisé, c'est d'une très grande puissance, mais je l'ai très souvent vu mal utilisé. Je ne le déconseille pas en soi, mais je dis qu'il faut s'y prendre avec des précautions, parce que simplement les effets peuvent donner le vertige et totalement parasiter la communication. Donc ça c'est à manipuler avec des pincettes. Et après ça, voilà, juste je voulais parler, il y a d'autres outils qui sont, vous avez ici une carte d'idées associée à ma présentation, les logiciels de carte d'idées, les Québécois appellent ça les idéateurs. Les logiciels de carte d'idées permettent maintenant de faire des navigations de type diaporama. C'est permis par la plupart de ces outils-là. Pour prendre un outil gratuit, par exemple Xmind, qui est un outil open source, enfin en tout cas dans sa version de base, il a des fonctions de navigation. Je pense que la plupart des grands outils offrent ces fonctions-là. Personnellement, j'utilise plutôt parce qu'il est bien, mais aussi par habitude, c'est difficile de trancher exactement ici, mais MindMeister, l'outil que j'ai utilisé pour cette présentation-là. Et dans MindMeister, maintenant, ils ont introduit une fonctionnalité, je peux peut-être vous montrer maintenant si vous voulez, une fonctionnalité de navigation. Alors je vais donc montrer mon écran. Je vais montrer mon écran ici. François va essayer de partager son écran en cliquant sur le petit bouton
partage d'écran. Clic répo. Voilà. Alors je vais ouvrir par exemple une carte, voilà, un MindMaster que j'ai déjà préparé pour un cours de philosophie. Tu le vois là? Oui. L'utilitarisme. Ok. Alors là, je suis dans la carte. Vous voyez, si je clique sur les éléments, ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces logiciels-là, ces applications-là, on peut sur chacune des branches apposer des liens, des images, des documents téléversés, des documents, des notes complémentaires, etc. Et il y a une fonction donc de diaporama. Et je promène mon curseur en bas à gauche, et vous voyez ici le petit symbole du diaporama. Alors, je clique. Il est réglé en anglais, mais je pense avec D'accord. Alors, une fois que j'ai cliqué, vous voyez, alors il m'a mis des petits numéros. En fait, c'est moi qui suis allé placer manuellement, tu vois. Oui. Alors là, il y a un petit bug ici, il n'est pas content, mais je vous garantis que ça marche en général. Je suis allé placer les étapes de ma navigation. Hein. D'accord, tu fais un scénario sur la voilà. map là. C'est-à-dire que tu peux avoir 30 branches, par exemple, et sous-branches, mais tu ne peux naviguer que dans 10 branches, par exemple. C'est toi qui décides à l'avance quelles sont les branches dans lesquelles tu navigueras. Ce qui est intéressant, c'est que ça te permet d'alterner navigation linéaire, si tu veux, avec un ordre que tu as prédéterminé, et puis tu peux, avec la touche Escape, sortir de cet ordre-là, selon les interactions avec la salle, évidemment, aller ouvrir ou fermer d'autres branches pour sortir d'une navigation linéaire. Alors voilà, je vais commencer le slideshow, ici. Voilà, donc tu vois. D'accord. Et utilitarisme, POF, et il va très souplement aller me lire mes différentes branches. Et alors, s'il y a une image, on peut l'afficher presque en plein écran. Là, j'ai pas fait très bien le réglage, mais on pourrait faire un réglage où ça s'affichera un peu plus précisément. Normalement, c'est pas flouté, voilà, etc. Et tu navigues comme ça. Donc, l'effet est assez élégant. Et en termes de travail, de préparation, des éléments, c'est beaucoup plus rapide qu'un diaporama, et c'est beaucoup plus facile, je trouve, à mettre à jour, etc. Personnellement. Donc, je dois avouer que je privilégie maintenant pas mal ce genre de présentation. C'est plus facile à mettre à jour parce que c'est en ligne? Parce que c'est en ligne, parce que je peux le faire sur ma tablette, sur mon Mac, sur un PC en mobilité, etc. Il y a des versions offline. Sur ma tablette, ça sera du offline. Et puis aussi, disons, j'ai toutes les fonctionnalités ajoutées de cet outil-là. Je t'ai dit à l'instant, le fait que je peux faire varier le niveau de complexité de l'information très simplement en dépliant ou reployant les branches. Et puis, le fait que je peux ajouter des pièces jointes sur les branches. Et puis, je peux le publier, l'embarquer. Bon, ça, on peut le faire avec un SlideShare, évidemment. C'est un outil collaboratif aussi. Et puis, je voulais te dire un dernier avantage, je ne sais plus. Moi, j'avais une question sur le MindMaster. Là, c'est une version gratuite ou c'est une version... Alors, la version gratuite te permet d'avoir 3 cartes. Oui. Alors, la ruse, si tu es près de tes sous, à ce niveau-là, si c'est compliqué d'avoir la version payante, qui n'est pas extrêmement chère, tu peux avoir 3 cartes et tu peux télécharger dans ton PC, dans ton disque dur, une carte et libérer de la place pour faire, pour toujours avoir réactivé, faire une nouvelle 3e carte, quoi. C'est limité à 3 cartes, qu'on a la version gratuite, mais je crois qu'il y a toutes les autres fonctionnalités. D'accord. Et pour les enseignants, il y a des offres éducatives qui sont assez intéressantes. Voilà. Et puis, pareillement, ce qui est pas mal aussi, quand même une valeur ajoutée de cette navigation-là, c'est que pour peu qu'on ne déploie. Alors, si je monte ma carte, alors je vais maintenant arrêter ma navigation et revenir dans la version de base. Si je montre ma carte toute déployée, évidemment, là, la complexité est maximale. Mais évidemment, je peux, tu vois, comme je suis en train de le faire là, replier les branches et ne montrer à ceux qui m'écoutent que les éléments fondamentaux. Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent quand même avoir une vue synoptique sur le plan de ton propos, en fait. Tu vois, à travers ça. Voilà, je suis en train de, voilà, maintenant j'ai replié toutes mes branches et je peux avoir aussi revenir à une vue synoptique de mon propos qu'on n'a pas dans une présentation diaporama qui est linéaire. Alors voilà, ça dépend évidemment des situations, des usages que l'on veut faire, mais là, depuis quelques temps, personnellement, je privilégie beaucoup cette fonctionnalité-là. Et Prezi, par exemple, ça serait vraiment si on veut avoir quelque chose de visuellement extrêmement percutant.
mais dans l'urgence du travail et voilà, dans le ratio efficacité résultat, je trouve que ça c'est de très bons outils. Ouais. Et maintenant, dans le lien, dans la carte d'idées avec les références, les liens additionnels que j'ai donnés, j'ai mis des liens aussi, enfin, ils sont dans mon Pear Tree, là, j'ai mis des liens vers des gens qui font de la veille sur ces questions-là, vers des Scoopies, des choses comme ça. Et là, ces gens-là font une veille voilà, très très bonne, et vous verrez qu'il y a presque, pas toutes les semaines, mais il y a très régulièrement des nouveaux outils qui sortent, il faut être un peu à l'affût. Voilà, c'est des choses, c'est un univers qui est assez fluctuant. Alors évidemment, ça dépend le degré de geekitude qu'on a. Si on veut pas prendre de risques, des outils comme MindMaster, des outils comme Prezi, des outils comme Google Drive ou Keynote ou Microsoft, évidemment, le PowerPoint sont des outils qui ne vont pas s'arrêter. Mais on peut s'amuser à explorer des choses assez réjouissantes, sinon parmi tous les outils qui sortent en ce moment. Mais bon, ça c'est pour ceux que ça amuse vraiment. Voilà. Mais des outils comme MindMaster que je vous montre à l'instant, c'est quelque chose qui est solide. Hein. C'est là depuis le Prezi maintenant aussi, je pense qu'on peut dire que c'est solide. C'est des choses qui ne vont pas s'arrêter demain, donc on peut mettre quelques billes dedans. Voilà, qui ne vont pas disparaître, même voilà. si on peut pas. Ouais. A priori. Voilà. Ok. Comment j'arrête mon partage d'écran? Voilà, c'est fait. Ouais. Voilà. J'ai découvert Hangout aujourd'hui. En conclusion, oui. On refait une petite synthèse rapide de tout ce que tu viens de dire. Je dirais que mieux vaut ne pas faire de diaporama si c'est pour en faire un mauvais, d'abord. Ne faites pas de diaporama si c'est pour en faire. Ne faites pas court si vous en faites des mauvais. Pareil, restez chez vous avec vos cliparts. Le diaporama doit vraiment être là pour soutenir votre propos. Il ne faut pas qu'il vous vole la vedette. Et donc, il doit être là pour soutenir votre propos, pour le renforcer. Ce n'est pas le contenu du cours. Ce n'est pas le contenu du cours, non, pas du tout. Ce n'est pas le contenu du cours, et c'est là que c'est pour renforcer, accentuer et vous mettre en valeur, soutenir ce que vous dites, et surtout pas répéter ce que vous dites. Le diaporama, c'est vraiment un support qui doit être visuel. Il faut penser graphisme, il faut penser impact visuel. C'est pas un document à imprimer, c'est pas un prompteur à réciter. Et donc il faut trouver des belles métaphores visuelles. Il faut trouver des polices, des effets de typographie percutants. Il ne faut pas hésiter à ne pas faire de diapo si ça n'a pas d'intérêt à ce moment-là. Et il faut profiter de toute l'inspiration. Enfin, il faudrait profiter de toute l'inspiration qu'on a maintenant sur les médias sociaux liés au diaporama comme SlideShare, et de même soi-même profiter de ces outils-là parce que c'est pas qu'un diaporama. Une fois qu'on le publie, évidemment, on est parti dans la partage et dans le réseautage. Et s'il est bien fait, ça peut être voilà. Mais moi, je dirais que je ne déconseille pas du tout de diffuser sur le diaporama, évidemment, mais il faudrait presque le diffuser, je dirais, à contre-cœur. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que vous le conceviez au départ pour être diffusé. Celui que vous avez vu là, qui a soutenu mon propos, je dois dire que je l'ai quand même conçu pour qu'il puisse avoir une certaine autonomie et pour qu'il puisse tout de même un peu vivre sa vie tout seul. Et beaucoup de diaporamas qu'on voit sur SlideShare sont faits comme ça. Donc ils sont quand même un petit peu verbeux, mais parce qu'ils sont destinés à être assez autonomes, à pouvoir être vus même sans le oui, même quitte à faire deux versions, une version qu'on présente voilà. En présentiel, avec les mêmes idées, les mêmes choses, avec moins de contenu, et puis la version qui sera autonome, qu'on va mettre en ligne. Il y a aussi un grand débat. À quel moment je dois publier ma présentation? Est-ce que je dois la publier avant la jouer en présentiel? Est-ce que je dois la publier après? Est-ce que je la publie pendant? Il y a plusieurs scénarios possibles. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 3 temps de préparation sur une présentation. Il y a le en amont, où on fait tout ce qu'on vient de voir, la conceptualisation, la réflexion, et j'inclus dans cette phase-là la diffusion aussi sur un public en ligne, et pas le public qui sera en présentiel, ou forcément les gens qui seront en présentiel. On va pas sur le principe de la classe inversée, hein, puis je mets le contenu, puis après on en discute. C'est même pas ça le propos, c'est l'intérêt. Il y a un vrai intérêt à publier en amont ces présentations. Quand on a une petite communauté qui suit un petit peu sur SlideShare, sur Twitter, des choses comme ça, les gens vont venir voir. Alors ça peut être comme dans un mode réseau, c'est pas quelque chose qu'on peut programmer, hein. On peut pas dire aux gens qui sont vos followers sur Facebook, sur Twitter, allez voir mon diaporama, vous le tweetez, on dit voilà j'ai mis ça à tel endroit, et ça se peut qu'il y ait personne qui va le voir, surtout si on tweet ça à minuit, ou alors il peut y avoir 500 personnes dans une matinée ou même plusieurs milliers.
Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut programmer, mais il y a un aller-retour. S'il y a des gens qui vont le voir, qui sont intéressés par le titre que vous mettez, par la thématique, etc., ou par votre point de vue, ils vont vous dire, ah bah tiens, moi, t'as oublié ce thème-là, t'as oublié ce propos-là, puis t'aurais dû mettre ça comme référence. La référence que tu donnes ici est fausse. Les chiffres que t'as donnés à sur tel slide sont faux. T'as fait 3 fautes d'orthographe à tel endroit. Et donc, ça fait une prélecture par son réseau à soi, son réseau social, hein, Twitter, LinkedIn ou des choses comme ça. Et donc, en quelque part, moi, j'aime bien faire ça parce que ça me donne déjà un premier feedback sur bah, c'est bien ou c'est pas bien, ça correspond à peu près au thème, ou c'est relu et c'est validé et c'est corrigé. Donc, quand je vais jouer en présentiel, je suis encore plus sûr. Voilà, il y a cette dimension-là, et cette dimension après la conférence, après la présentation, ça, on l'associe à son portfolio, ça apparaît dans LinkedIn, hein, SlideShare, il y a un lien avec LinkedIn, profil LinkedIn. Donc les gens ils savent à peu près dans quelle thématique on travaille, un peu nos points de vue, ce qu'on en pense, et ça permet de refaire du lien social, de reprendre une prise de contact, retrouver des gens, rediscuter avec eux. Donc il y a ces 3 temps-là. En amont de la présentation, je prépare, je partage ou pas, la présentation en elle-même et la troisième. Et on sait quand on a fait une bonne présentation, quand celle qu'on a préparée correspond à celle qu'on fait et celle qu'on aurait aimé faire après. Voilà. Tout à fait. Ouais. Mais ce partage en amont peut se faire aussi peut-être par d'autres outils. Hein. Un MindMaster, par exemple, une carte d'idées publiée comme ça pour avoir le plan de ta communication, ça peut être bien aussi. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. D'accord. Ok, donc on a fait tous les tours. Bah, on a fait tout le détour de façon un peu synthétique, là, parce que j'ai pas parlé de la disruption, j'ai pas parlé de l'humour, j'ai pas parlé vraiment de c'est quoi une métaphore visuelle. On va peut-être faire des petits ajouts. Eh ben on refera alors à ce moment-là, un peu plus tard, un goût là-dessus alors. Mais là, voilà, je pense qu'on a dit les guidelines, les bases, les guides d'action vraiment centraux là, je pense. Eh ben c'est parfait alors. Ben merci. Merci François. Merci Christophe.